Ça va bien. Oh là là, le cocktail est lourd. Comment ça va? Man, au moins, on est vivant, ça va. Ouais, ça va, ça va. Épuisé comme toi, j'imagine. Oh, yeah, yeah. I mean, moi, c'est plus, comment dire ça? À ce niveau, c'est quasiment de la masochisme. C'est carrément ça, tu te fais souffrir, mais c'est bon, c'est pour être riche, man. Pour être riche, ça nous vient. Oh, I mean, comment on appelle, la philosophie, dans ce domaine, la philosophie que je suis, c'est genre, prendre une petite partie de ma jeunesse et dédier ça entièrement au travail pour pouvoir passer le reste là, à dépenser les acquis. Ouais. Bon, mais bon, il faut aussi dormir parfois parce que après quelques heures, tu n'es plus productif, man. Tu es seulement debout pour être debout. Bah, c'est vrai. C'est vrai. Attends, j'essaye de. C'est compliqué de se créer des cadres là. Bon, bref, attends. Ben, Je pense. tant que ta tête est dans le cadre, man, ne te prends pas la tête. Ouais, Et comme pour le moment, il n'y a pas les subventions, il n'y a pas quelqu'un qui nous force à faire quelque chose ici, là. Ça sort comme ça sort. Vous suivez, vous ne suivez pas, bougez. ils arrivent. Ils arrivent. D'ailleurs, on vous appelle, hein, les gars. Venez mettre un peu d'argent dans nos affaires là. Et on va faire grandir tout ça. Oh yeah, oh yeah. Oh, vu que, bon, en tout cas, le podcast qu'on a déjà fait là, ça c'était juste pour nous-mêmes. D'accord. Ouais. Ah, c'était pour nous. Mais on va juste continuer, genre, tu vois dans la création de contenu là, qu'on est en train de faire là, genre, Oui. parce que un type de contenu que je compte faire cette année, c'est des documentaires. Je ne pense pas que je vais faire des documentaires d'une heure, 2 heures, mais je crois l'objectif, c'est un truc de 30 max 45 minutes, tu vois. Si j'arrive à captiver l'attention de quelqu'un dans un documentaire pendant 45 minutes, en fait, genre. Mais je vise vraiment l'espace entre 15-30 là. 15-30 au max, genre 45. Et le truc auquel j'étais en train de penser, du moins que je veux te demander, si, vu que tu crées les vidéos, les petites vidéos que tu postes à part la musique, là, quand- Oui. comment est-ce que toi, tu penses que tu pourras monétiser ça à part sur YouTube? Euh, Monétiser quoi? Une idée par exemple sur des docus ou bien Yeah. par exemple mes critiques à moi. Par exemple, tes critiques en particulier. S'il y avait un moyen de les monétiser, ce serait peut-être, comment dire, je pense que faire prendre d'abord le concept et voir, comment dire, pour les artistes, comment est-ce que faire découvrir leur musique en fait de cette manière-là Hmm. serait intéressant. Et je pense que aujourd'hui, les plus aptes, quand je vois le public et les artistes les plus aptes à, comment dire, à payer pour des contenus, ce sont les artistes eux-mêmes. C'est ceux qui tournent, en tout cas dans le monde de la musique eux-mêmes. Yeah. Donc, ceux qui ont envie de pouvoir créer de nouveaux contenus sur eux, envie de pouvoir, en fait, puisque forcément, on a une petite fanbase qui, des fois, ne paye toujours pas pour nous, des fois, qui nous demande même les sons par WhatsApp. Mais cette petite fanbase-là, on a envie des fois de les garder auprès de nous avec des contenus nouveaux. Et je pense que les artistes en eux-mêmes sont les plus intéressés par les contenus des créateurs et tout le reste. Donc, je pense que peut-être monétiser auprès d'eux, Hmm. ça permet. Maintenant, après, c'est vrai que c'est pour le public qu'on fait plus les choses, mais c'est pas évident, en fait. Moi, je parle avec les obstacles du marché. Yeah, I mean, j'a- j'a- j'ai pas vraiment prêté attention à cet angle-là parce que c'est vrai, hein, parce que, comment on appelle ça, généralement, yeah, les gens qui consomment la musique en majorité,
ce sont des musiciens, n'est-ce pas? Ou bien du moins, genre, ils travaillent dans des domaines adjacents à la musique. Ouais. Et donc, en fait, euh, le public, c'est plus pour la popularité, mais ceux qui dépensent vraiment sur les produits musicaux, ce sont les acteurs musicaux eux-mêmes, les acteurs Voilà. de l'industrie eux-mêmes, en fait. Voilà. Oh. Hmm. C'est, c'est étrange parce que, comment dire, je pense que dans d'autres zones, normalement, quand on crée un produit, on le, comment dire, on ne pense pas à on pense pas trop, comment dire, à ce que notre public ne va pas acheter, quoi. Mais je pense qu'il est en train d'apprendre. Et puisqu'il est en train d'apprendre, on va faire doucement, quoi. Mais le truc, c'est de ne pas se jeter l'objectif de se dire, bon, si je fais un projet tout de suite là comment dire, il y aura un gros engouement du public et tout le reste. Je pense que surtout, en fait, pour les contenus créatifs. Après, peut-être la musique en elle-même, les gens forcément achètent. Je pense qu'avec une bonne communication auprès de ceux qui écoutent ta musique, ou bien des fois, d'autres vont juste acheter pour encourager. Des fois, ils ont le projet déjà chez eux, mais ils vont acheter parce que voilà, tu vas leur mettre un petit coup de pression, les gars, voilà, j'ai fait mon projet, j'ai besoin de vous. Et c'est comme ça qu'ils finissent par acheter souvent. Tu, Mais sur des contenus comme les critiques, ou bien peut-être des docus, par exemple, ce sera bien difficile de réussir à les hyper, quoi. je vois un peu. Comment, d'après toi, par exemple, genre, j'aime m'amuser mentalement avec le modèle d'Elbev, tu vois. Genre, Ouais. comment est-ce que tu réussis à communiquer, par exemple, à une, une moyenne ou une petite entreprise ou même un commerce que sponsoriser mon son, faire des placements dans mon son, c'est un investissement. Comment est-ce que tu arrives à l'idée là que c'est un investissement dans le temps en fait c'est pas juste tu as mis ça, ça va boomer dans quelques semaines, mais c'est aussi pour toute l'infinité des gens qui vont découvrir le son là dans le futur et vont découvrir, avoir, c'est un point d'entrée pour eux. Comment est-ce que tu arrives à communiquer ça d'après toi? Je pense que la première chose, moi déjà, j'aime me présenter, comment dire, aux gens avec le produit que je vends. C'est-à-dire, je ne peux pas venir juste me dire, bonjour, je suis Gilles, voilà, ça. Je pense que le premier contact que je veux qu'il ait, c'est la musique en elle-même. Et c'est souvent les partenaires que je rencontre, souvent c'est d'abord comment dire, le produit que je fais. Écoutez, je dis, bon, voilà ce que moi je suis capable de faire, voilà ce que je rends. Je pense qu'en se projetant, on peut se dire que plus tard, j'aurai beaucoup plus d'expérience, je ferai des trucs beaucoup plus travaillés, j'aurai certainement une communication plus grande sur la musique que je sais faire. J'aurai forcément un public qui va grandir déjà par rapport à ce que j'ai là et à ce qui va venir plus tard. Donc, si toi, tu veux m'accompagner dans ce projet-là, et j'aime les partenariats gagnant-gagnant, je ferai comment dire, de ma plateforme aussi, comment dire, un point publicitaire pour toi. Hmm. Voilà. Je peux pas garantir à des partenaires de l'argent, en fait. Je pense Hmm. que ce serait risqué de garantir tout de suite à un partenaire de te dire, bon, si tu investis sur moi, je te rendrai ça. Parce que c'est la vérité. Comme tu dis, on regarde le marché chez nous, en fait. C'est hyper compliqué. Déjà, je vais prendre un cas précis. J'ai besoin en ce moment d'un éditeur, en fait, de quelqu'un qui va mettre des sous pour pouvoir me permettre de clipper des musiques. Hmm. Donc, j'ai rencontré le réalisateur, du moins discuté avec un réalisateur qui m'a donné un montant. Je suis retourné vers la personne et voilà, lui, il réfléchissait à comment il va récupérer l'argent qu'il investit sur le clip. Et on discutait des bénéfices déjà parce que les termes, dès que c'est le moindre contrat en musique, les termes sont hyper importants parce que tu vas passer d'un contrat d'édition à un contrat de production.
Parce que juste tu as écrit un mauvais mot, en fait. Voilà, donc j'avais vraiment besoin de me protéger par rapport à ça et de me dire que toi et moi, on est liés pour une œuvre unique, c'est le clip. Et que si tu dois faire des bénéfices, c'est Sur à le clip. cause de ce clip-là. Mais après, je suis conscient que ma chaîne YouTube, il me faut 40 heures de visionnage au moins pour pouvoir monétiser. Il me faut un certain nombre d'abonnés. Donc, je suis conscient que la personne ne pourra pas récupérer tout de suite sur le clip. Donc, ce que je me dis, c'est quoi? La personne étant bien placée pour avoir des contacts dans certaines chaînes de télé, je lui dis, on crée l'œuvre artistique. On crée l'œuvre artistique. Si vous avez le moyen de la faire passer sur de grosses chaînes et que les chaînes nous rémunèrent pour les passages là, on fait un pourcentage, comment dire, en mettant une plus grosse mise de votre côté. C'est-à-dire le pourcentage sera beaucoup plus grand de son côté, de manière à ce qu'il récupère plus rapidement son argent, puisque normalement, je pense que l'intérêt des personnes en ce moment, en s'approchant, c'est l'argent d'abord, en fait. Mhm. Donc, il récupère son argent et moi, de moindre mesure, l'argent que je récupère, c'est aussi parce que c'est mon œuvre et puis parce que je peux faire des choses avec. Mais surtout, ce que je gagne, c'est moi à avoir déjà un clip un passage dans une bonne chaîne télé, quoi. Donc, c'est un partenariat gagnant-gagnant toujours. Je gagne peut-être pas autant d'argent que je mériterais sur ce truc-là, mais je me dis, un partenaire qui est venu, qui m'a permis de réaliser quelque chose que je n'aurais pas eu. Donc, je lui donne ce que lui il veut. Moi, je veux un clip, toi, tu veux de l'argent, bah, on échange comme ça. Si là, je me mets dans un mode de pensée, supposons d'investisseur, tu vois. Oui. Si tu ne peux pas me prédire une somme que je vais faire, n'est-ce pas? Comment est-ce que tu diminues l'incertitude pour moi? Par exemple, je sais que, supposons, j'ai vu 20 artistes. Je suis parti voir 20 artistes aujourd'hui. Je leur ai dit, j'ai 2 millions à investir sur, disons, j'ai 2 millions à investir sur un son. Et mon objectif, c'est au minimum de récupérer deux, deux fois, par exemple, mon investissement, tu vois. Oui. Mais toi, en tant qu'artiste, tu sais que je ne peux pas te garantir le retour là nécessairement parce que peut-être c'est trop aléatoire, peut-être je n'ai pas encore l'infrastructure, peut-être que c'est pas assez pour atteindre ce résultat-là, mais je veux quand même le capital là. Ouais. Voilà. Comment est-ce que tu me convaincs que il y a moins d'incertitude avec ton plan qu'avec le plan standard qu'un autre artiste va m'offrir? Je pense qu'aujourd'hui, ce que je peux apporter aux gens grâce à mon témoignage, c'est que j'ai le vent en poupe. Hmm. Donc, en lui montrant comment en 6 mois, je suis passé de ça à ça, je pourrais lui faire comprendre que en un an, avec un véritable capital à investir, je peux passer de artiste non rentable à artiste extrêmement rentable. Hmm. Je pense que dans ce cas-là, c'est une grosse mise. Hein. C'est une grosse mise de se dire, bon, je mets 2 millions sur quelqu'un qui, pour l'instant, il a 600 abonnés, ainsi de suite, mais je vais te montrer ma marge de progression. Et c'est à partir de ma marge de progression que je te ferai, comment dire, la promesse d'arriver à un certain lieu où ton investissement ne sera pas totalement perdu. Les sous qui viendront vers toi, déjà, je ferai en sorte de te faire comprendre que les sous qui viendront vers toi ne seront pas forcément des sous qui seront directement liés à l'activité musicale. Parce que je me dis, tu es une personne, tu as des activités, tu as quelque chose. Et en tant qu'artiste, moi, je suis une plateforme, il y a des yeux qui sont sur moi. À partir de là, je peux facilement rediriger des gens vers toi. Il y a sur plusieurs trucs, il y a sur des shows, par exemple, où on pourra forcément aussi euh, créer du revenu à se partager. C'est-à-dire que je pense qu'en investissant 2 millions sur un artiste, on lui permet de se payer des sessions studio, on lui permet de se payer peut-être des shootings photos, en tout cas vraiment comment dire, une certaine équipe autour de lui, quoi. Il pourra réaliser vraiment un certain plan. Je pense que si moi j'avais 2 millions aujourd'hui, j'aurais pris 6 mois
pour ne rien faire d'abord, c'est-à-dire 6 mois sur lesquels je ne divulgue rien sur les réseaux, mais pendant lesquels j'essaie d'exploiter ces 2 millions-là au maximum, en clipant des projets, en faisant des photos et ainsi de suite, de manière à ce que les 6 prochains mois de mon année soient déjà calculés dans un ordinateur où je sais que telle date, tel truc est poussé, telles photos sont poussées et ainsi de suite. Et, et à partir de là, toujours, c'est-à-dire que dans la stratégie que j'aurais créée, toujours te mettre en avant. Toujours te mettre en avant. Je pense qu'il y a toujours un moyen de renvoyer, comment dire, l'ascenseur quand on a de l'aide. Le côté money, si je veux te convaincre, vraiment, ce sera sur ma marge de progression, en fait, si je dois revenir bien spécifiquement à la question, en te montrant que les choses bougent, donc forcément, demain, on obtiendra un truc. Maintenant, je vais un peu refocus la chose sur toi en particulier, tu vois. Si toi, par rapport à tes plans de 2022, par exemple, si boum, de là, là, l'opportunité cogne à ta porte et que quelqu'un te dit, voici un chèque à blanc, signe le budget qu'il te faut cette année pour atteindre ce que tu penses est le succès que tu peux atteindre en 2022. Le chiffre, le nombre là, c'est quoi? Le nombre que je mettrai sur le chèque à blanc. Yeah. En tout cas, il me faut un bon million pour les gars de Ubangers, d'abord parce qu'ils doivent manger pour toute l'aide. Il me faut, tu vois, il y aura beaucoup, aïe, ça va. Yeah, donne-moi une estimation. Non, mais c'est aussi. N'aie pas peur, sors un grand chiffre. S'il me fallait une estimation, je sais pas, j'ai du mal à rêver petit, je sais pas, peut-être un 100 millions, je pense que un 100 millions, 100 millions de CFA. Ouais, si je parlais en CFA, ouais, 100 millions, je pense que surtout parce que je ne resterai pas ici, je ne resterai pas là, il faudra que je parte vers un autre lieu. Non, Amine, désolé de t'interrompre. Je suis en train de parler de ce que tu veux accomplir en 2022. Ce que je veux accomplir. Ce que tu veux. Amine, je sais que les 100 millions, par exemple, bon, je n'y connais rien en particulier, mais je suppose 100 millions, c'est un budget que tu peux genre manager sur quasiment 3 à 5 ans, dépendamment Oui, bien sûr. du level de succès que tu veux. Mais je parle de ce que tu veux atteindre dans les 11 mois qui finissent cette année-là. D'accord. Quelle partie des 100 millions-là tu dédies au budget de cette année? Si je dois dédier une partie au budget de cette année, je pense que le budget de cette année n'est même pas encore créé parce que je suis dans l'exploitation. Mais je pense que les grands projets, les grandes lignes de cette année, ce serait d'abord de pouvoir monter, comment dire, pour moi-même un studio. Pouvoir monter un studio. Donc, parce que pour moi, je pense que la plus grosse difficulté, c'est d'avoir une inspi et ne pas pouvoir l'enregistrer sur place. Je pense que c'est ça. Donc, ce serait plutôt, ce serait vraiment, ce serait hyper petit. Je pense qu'on serait peut-être dans les 10 millions max parce que j'aimerais clipper les quelques trucs, racheter des extensions de lease sur certaines prods. Je pense qu'on serait dans un maximum de 10 millions sur les 11 mois, sur les 11 mois, quoi. Vraiment ça. Okay. Et je pense qu'à la clé, avec 10 millions sur les 11 mois, à la clé, j'aurai un autre projet à la fin de l'année. Ok, je vais maintenant utiliser la formule de mon père, tu vois. Ouais. Quand son fils lui demande 100 balles, il donne 75. Donc, supposons sur les 10 millions, quelqu'un te donne 7 millions. Ouais. D'après toi, quel est le pourcentage de ce que tu peux accomplir avec les 10 millions que tu peux accomplir avec les 7 millions? S'il fallait, je pense que il y a un truc, je vais pouvoir toujours arriver au 100%. Tu sais pourquoi? Parce que je me dis, si j'ai 10 millions,
je paierais forcément, comment dire, je miserais plutôt sur des références. C'est-à-dire que, par exemple, si tu as un budget de 10 millions, tu te dis, bon, s'il faut que je clippe, je vais clipper avec tel nom au lieu de tel nom. Voilà. Je te dis, bon, j'ai le budget pour, donc je peux m'offrir cette exigence-là et je pourrais aussi être exigeant, moi, envers la personne à qui je donne autant d'argent. Cependant, je pense qu'il y a tellement aujourd'hui de jeunes créatifs qui, à partir de rien, arrivent à des résultats égaux ou supérieurs à ceux qui ont tous les moyens. Donc, je pense qu'avec 7 millions, je tournerai mon regard plutôt vers maintenant ceux qui sont prometteurs que ceux qui sont assis déjà quelque part. Et en diminuant peut-être le coût sur des partenaires, comme on est déjà bien placé, je prendrai maintenant un plus grand coup sur le côté publicitaire, de manière à ce que la communication sur ce projet qui est réalisé par quelqu'un de moins connu ait autant d'impact qu'un projet, comment dire, avec une moindre communication, mais avec quelqu'un qui est assez connu. Donc, je pense qu'en faisant cet échange-là, entre, par exemple, le budget publicitaire qui va être gonflé et le budget de création qui va plutôt être amoindri en discutant avec des personnes créatives, en me mettant sur le terrain, en regardant comment tel travaille, je pourrais toujours combler, comment dire, l'écart. Ce sera Et du coup, j'arriverai à 100%. OK. Pardon? Désolé de t'avoir interrompu, mais je pensais au fait que ce sera plus des collaborations horizontales que des collaborations verticales, quoi. Je ne pense pas qu'elle sera forcément horizontale. Je pense que tu le dis, par exemple, par rapport au fait que ce n'est pas des gens qui vont m'aider à pousser. Voilà. Ce n'est pas des gens qui vont m'aider à pousser. Mais par contre, je pense que ce sont avec quand je vois mon progrès, comment j'ai avancé en avançant avec des artistes qui étaient dans le même cas que moi, en cognant plutôt dans les portes de personnes qui étaient dans le même cas que moi, je me dis surtout que, et puis dans notre temps là, les choses changent tellement. La roue tourne tellement vite aujourd'hui, on passe rapidement de telle personne à telle personne, que des fois, il faut miser aussi sur les personnes où on se dit, bon, lui là, il a de l'avenir. Parce que si ça prendra peut-être pas sur l'année 2022, peut-être début 2023, tout de suite, ce sera son heure de gloire. Et en allant le regarder, les gens vont tomber sur « Ah, mais il a fait un truc avec Chris. Donc c'était ça. Ah, mais c'était dingue. » Voilà. Aujourd'hui, Love No One City a été le numéro 1 partout. Il était plaqué partout aux États-Unis. Mais c'est un son qui est sorti depuis des années. Et voilà. Donc, la roue tourne. Et donc, je vais vraiment me baser d'abord à travailler pour pouvoir créer tant qu'il y a un contenu qui est existant, c'est important. Maintenant, on pourra forcément le vendre à un moment ou à un autre. Forcément, rien n'est perdu. Même s'il fait un flop au tout début, on pourra créer quelque chose. On pourra inventer un truc qui va le remettre, comment dire, au goût du jour et ce sera une nouvelle naissance. Le projet va prendre, si c'est les 400 000 vues ou les 40 millions de vues qu'il devra avoir, il les aura, quoi. Et pour le budget et le temps là, n'est-ce pas? Oui. C'est combien de personnes que tu crois que tu penses que tu auras besoin d'avoir dans ton équipe pour pouvoir genre atteindre l'objectif là? Combien de personnes il te faut au minimum? Combien de personnes il me faut au minimum? Je pense que j'ai plus d'idées sur les domaines en fait sur lesquels je dois commencer à poser un peu le regard, quoi. Avoir par exemple une équipe de communication, avoir une équipe sur les photos, les vidéos, des trucs comme ça, des trucs que je n'ai pas encore. Par exemple, aujourd'hui, je fais tout moi-même. Je fais tout moi-même, tous mes contenus, photos, vidéos, tous les trucs sont pensés par moi-même et avec l'aide vraiment de personnes qui sont complètement pas professionnelles, en fait. Voilà. Je fais des shootings photos à l'iPhone avec mon frère à l'occasion s'il est là, et ainsi de suite.
j'essaye moi de créer les cadres, de lui montrer un peu quelle est la photo qu'il va prendre. Parce que je lui prends une photo et je lui dis, bah, refais-la, mais avec moi dans le champ, en fait. Je vois. Donc, ce sera surtout l'idée de une équipe, monter une équipe, ou bien si je dois rester toujours dans un cercle restreint, ce Hmm, sera de lier comment dire, des contrats avec des partenaires où je sais que, bon, il me doit ça, en fait, parce que je lui donne ça. ok, ok. Je vois un peu. Ah, si, en tout cas, je sais au moins, il y a 7 caciques qui ont 1 million chacun, ou bien 14 caciques qui ont 500 000 chacun, hein? Ben voilà, et on arrive. Ou bien 28 caciques qui ont 250 000 chacun. On peut faire ça en 2022. Hein? Ben oui. Toi, en ce moment, est-ce que c'est possible pour toi de, comment on appelle ça, créer une petite infrastructure légale dans laquelle un investisseur peut venir mettre son gain? Pas simplement te mettre le gain en main, toi, mais mettre le gain dans le business de toi. Tu comprends un peu de quoi je parle? Oui, je vois. Est-ce que, Je pense est-ce que tu as ça en ce moment ou bien c'est possible que tu l'aies cette année? que je l'ai cette année, moi. Oui, je pense que, comment dire, j'ai tellement construit d'idées depuis des années que certains papiers peuvent me permettre tout de suite de monter un truc solide comment dire, qui est réellement fait avec un plan, fait avec un déroulé sur des dates et ainsi de suite. Je pense que aujourd'hui, je voudrais m'investir surtout dans ma passion, quoi, parce que c'est le truc, depuis que j'ai sorti le projet, je suis hyper focus et, et j'ai aimé en fait vivre de ça, j'ai appris avec certaines personnes. Je pense qu'aujourd'hui, j'aimerais investir sur quelque chose d'existant en fait, Hmm. quelque chose d'existant sur lequel je prendrais des parts et sur lequel, comment dire, je vais être déjà accompagné parce que les gars ont l'expérience, parce que je crois en ces gars et puis parce qu'on partage un truc, tu vois, un lien qui, en dehors de la musique, va faire en sorte que les problèmes, comment dire, qui sont liés au monde des pros, en fait, tu vois, on va facilement les effacer. Donc, je pense que je partirais sur les idées que j'avais Mhm. et et je prendrais comme base le projet déjà existant des frangins et on va, comment dire, juste restructurer en fait ce qu'eux, ils avaient déjà en mettant, comment dire, les moyens qu'on aura obtenus de quelqu'un et puis ce sera parti vers... Je vois un peu. Et là, honnêtement, là, je suis en train de poser des questions qui sont un peu vraiment au-delà de mon expertise. Mais est-ce que les labels au Bled engagent des comptables ou bien j'en sont en partenariat avec des comptables qui travaillent les chiffres là pour eux? Parce que, bon, je dis ça dans le simple sens que pour n'importe qui veut financer, quand on prend quand on considère le domaine créatif comme dans un le sens marché. commercial, voilà, comme un marché, voilà, parfait même. On a besoin, bien que la valeur est intangible, on a besoin les capitaux ont besoin de chiffres sur lesquels baser leurs décisions, n'est-ce pas? Et Ouais. est-ce qu'il existe des comptables au pays, par exemple, qui, qui travaillent avec des créatifs pour essayer d'estimer ce que vaut leur travail, de manière à mieux guider leurs décisions quand ils rencontrent ces personnes avec qui ils veulent rentrer en partenariat financier ou bien légal, quoi que ce soit. Euh, Moi, je vais pouvoir te répondre, comment dire, difficilement aussi parce que déjà, tu sais, mon expérience musicale en tant que telle est dure de, disons, 1 an et demi. Hmm, Et Et c'est 1 an et demi dans lesquels je suis seul, dans lesquels je tourne de studio en studio.
J'ai jamais travaillé en label ou en quoi, j'ai jamais été labellisé. Ok. Vraiment, c'est Chris tout seul. Voilà. Donc, le travail en équipe, c'est sur la fin de la construction, disons, dans les 6 derniers mois que j'ai vraiment démarré à travailler en équipe avec les gars de Your Bangers qui m'ont surtout aidé parce que c'est toujours pas une signature, je suis toujours pas un artiste labellisé. Mhm. Mais voilà. Mais c'est eux qui m'ont aidé à apprendre comment gérer, comment dire, sur la communication de l'EP, ce qu'il faudra faire pour le cover, ainsi de suite. C'est eux qui m'ont mis en contact avec des graphistes et tout le reste. C'est DNNG qui m'a appris les stratégies. Vraiment, c'est une seule personne qui fait un peu qui fait un peu tout ça de leur côté, tu vois, un peu, parce qu'ils se documentent énormément. Et je pense que c'est aussi le cas pour beaucoup de labels ici, qu'ils ont une personne qui est hyper passionnée, qui est hyper pris par le truc, qui au final apprend tout et le fait en fait. Prendre des professionnels, comment dire, comme par exemple des comptables qui vont pouvoir créer une stratégie commerciale ou bien, en tout cas, vraiment des professionnels qui ne sont pas des créatifs, mais qui vont gérer tout le côté marché. Là, je ne sais pas si dans les grandes structures qu'on a chez nous, il y en a. Je ne sais pas. La musique, ici, je sais, bon, je sais pas, parce que si j'ose dire ça, tu vois, non, Yeah. d'autres vont dire c'est complètement faux parce que nous, on le fait, voilà, mais nous on ne le fait pas, donc Mhm. je peux pas répondre pour les autres. Non, Mais chez nous, par contre, on prend comment dire, avec la passion, par exemple, moi-même, j'apprends à inventer des trucs, à créer une stratégie de post, et ainsi de suite. Mais ça, je le fais moi-même, un peu. yeah. Même pour mes shows, je n'ai pas de manager. Pour mes shows, ça se passe complètement au feeling. Je tombe sur une affiche. Des fois, même, c'est des trucs qui sont programmés. Je tombe sur une affiche et puis je dis, bon, moi, je vais participer à ça. Yeah. Je vois mes musiques. Je me rappelle, et souvent, je me rappelle bien que quand j'envoie mes musiques, c'est du genre, on va me dire, ouais, mais pour participer à ça, il faut payer tant, ainsi de suite. Mais après, les gars, je dis, bon, en tout cas, moi, je ne suis pas prêt à faire ça. Les gars kiffent la musique et puis après, c'est plus tard, ah ouais, mais franchement, voilà, on Tom, écoutait Tom, tes Tom. musiques. Comment est-ce qu'on peut faire pour que tu sois là? Et c'est comme ça. Yeah. Moi, pour l'instant, je pense que ma stratégie, c'est la vulgarisation d'abord. Je veux absolument que Chris soit partout, quel qu'en soit le prix. Je veux d'abord que les gens se disent, ah, mais il y a un Gabonais qui fait ça. Voilà, ça c'est tout. C'est le plus important pour moi. Ah oui, mais il y a le gars là qui fait ça. Le gars, même s'ils ne connaissent pas encore le nom, même s'ils ne connaissent pas, ils n'écoutent pas, mais qu'ils aient déjà au moins entendu parler. Parce que lorsqu'on pourra justement avoir le moyen de faire tous ces trucs-là, lorsque vraiment les choses vont arriver vers eux, ils vont dire, ah mais ouais. Voilà. Yeah. Non, Amine, je vois. Bon, moi, je parle de la façon parce que, bon, comment expliquer ça sans brusquer le feeling des gens? D'abord, je suis un capitaliste du très haut niveau. Tu vois un peu là? J'y crois dur comme fer. Bon, mais le truc, moi-même, je me suis refusé longtemps d'accepter le fait que, ah, je veux faire quelque chose euh, parce que je voulais juste théoriser sur la créativité, tu vois. Genre, j'ai fait quelques travaux de recherche à l'université dessus, mais je ne voulais pas moi-même, genre, toucher du bois, tu vois. Mais avec le temps, je m'y intéresse. Je me sens mieux quand je m'y intéresse. Et quand moi-même, je m'involve de plus en plus. Et ça fait que je ne, je n'aime pas participer à quelque chose et perdre, ou bien voir les gens ou bien voir mes collaborateurs perdre, ou bien, ou répéter juste les erreurs qui ont été déjà commises, tu vois. Parce que je connais, par exemple, plusieurs créatifs, ils commencent parce qu'ils ne veulent pas penser à un certain truc, ils veulent juste se concentrer, genre, sur d'abord l'objectif premier de la pure créativité.
il se retrouve devant, ah merde, je suis maintenant bloqué parce qu'il y a quelque chose que j'ai fait sans nécessairement trop y réfléchir au début qui me rattrape maintenant. Bon, c'est pas la même chose dans ton cas parce que, comme tu me disais tout à l'heure, tu prends le temps de make sure que tes agréments sont bien structurés. Mais le truc, c'est que je sais que dans la majorité des cas, c'est pas nécessairement ce que les gens font. Par exemple, toi, tu es un littéraire, tu as cette patience-là, peut-être quelque part, de lire de longs documents. On a les frangins qui ne savent ni lire ni écrire. Certains savent juste genre bien rapper. Bon, ce n'est pas pour mal leur parler ou quoi que ce soit. Chacun son expérience. Mais je, du moins, si je peux être instrumental dans le domaine d'informer certains sur le fait de ne te fais pas bondir là. Essayons de ne pas nous faire bondir là. Ou bien même si on ne se fait bondir, ne nous faisons pas bondir de la même manière qu'on sait que les autres se sont fait bondir. Innovons dans le se faire bondissage, si c'est un terme. Je vois. Tu vois un peu, non? Et c'est pour ça que j'essaye de balancer tous les cailloux là dans le noir, poser toutes les questions qui me passent par la tête, de manière à voir si, que ce soit moi, que ce soit quelqu'un qui vienne sur le podcast ou quelqu'un qui écoute, si tu trouves la réponse, viens nous dire comment on fait pour que nous tous là, on ait le milliard d'ici 10 ans. Tu vois un peu, genre, j'y crois vraiment qu'il y a du talent, que ce soit toi, que ce soit Tommy Génétique. Ah, en parlant même des jumeaux, j'ai vu le documentaire aujourd'hui. Euh, Ouais, c'est la magie, frère. Ça m'a rappelé quand tu as dit que Tommy te rappelle genre le génie, la ligne entre le génie et la folie. Dès Ouais. que je l'ai vu sortir des toilettes indigènes, j'ai dit voici de quoi il parlait. Il est carrément genre, c'est ça le truc. Non, j'ai Le apprécié docu. ça. Ils Ouais, ont... le docu est génial. Vraiment, le docu est génial. Déjà, moi, je m'étais promis. Il voulait me le montrer avant. Après un show, on a passé l'after en case. Il voulait me le montrer avant. J'ai dit, non, les gars, je vous promets, je ne regarde pas ça avant la sortie. Je regarde le docu. Dès que je finis le docu, j'écoute le P et puis fin. Donc, j'ai refusé les pistes de son, j'ai refusé le docu. Mais après, au final, hier, j'ai vu les liens, j'ai vu sur les statuts, les gens qui ont fait des captures d'écran d'extraits. Je sens que non, vous me fatiguez. Je suis parti, j'ai regardé le docu et puis vraiment, ce qui me tue en fait avec ce docu, c'est que moi, je m'attendais vraiment avec peut-être des trucs joués pour pouvoir faire voir en tout cas un truc ou bien valoriser un truc, qui aurait des scènes jouées, mais au final, c'était juste, ils se sont filmés et puis ils se sont dit, bon, euh, on va parler par exemple de nos matins, on va parler du projet, de comment on veut le faire sortir, de pourquoi est-ce qu'il ne sort pas, parce qu'il devait sortir. Je pense que plein de trucs ont été dévoilés avant. On attendait tous. Moi, je suis vraiment des gars qui ont mis la pression pour dire, mais les gars, c'est quand? Et justement, les raisons qu'ils expliquent dans le documentaire, c'est les mêmes qu'ils nous donnaient. Donc, y a rien de joué. C'est juste, voilà, ils vous ont filmé leur journée. Ils vous ont montré la simplicité de leur vie et le cadre dans lequel ils ont créé Genetom, en fait. Parce que le but de ce documentaire, c'est de montrer le cadre dans lequel Genetom 2 a été créé. Ce cadre-là où il se lève le matin, il marche 100 mètres et puis il est chez l'autre, il le réveille et puis, vamos, allons, on va traîner un peu chez tel, voilà, jusqu'à ce que ce soit l'heure d'aller au studio et puis qu'on enregistre. Oh, je ne veux pas manquer de respect aux frangins parce que je sais qu'ils savent ce qu'ils ont fait, tu vois. Ouais. Mais même s'ils ont filmé, même s'ils avaient filmé ça sur le Motorola, tu vois un peu, le contenu est tellement bon, du moins de mon point de vue, c'est tellement authentique Ouais. que faut pas suivre. Même s'ils ne font pas sortir Genetom et qu'ils ne font que sortir un documentaire par mois, on va attendre Genetom, nous tous l'argent avec, avec enjoyment. Tu comprends, non? Ouais. Parce que maintenant que j'y pense, dis-moi ce que tu penses de cette stratégie, tu vois.
Tu vois, par exemple, quand Kanye West dit qu'il va faire sortir un album, il vous annonce une date. Après, oh non, il repousse la date, il repousse la date. C'est comme ça, tu as Donda qui l'a annoncé peut-être depuis 2017, qui sort en 2021. Tu vois. On va toujours aller, les frangins vont toujours aller regarder Tommy et Génétique dans les shows. Ils vont toujours faire les featuring avec les autres artistes, tu vois. Mais imagine que au lieu de drop Génétom, par exemple, avant mai, les gars décident de sortir encore deux autres petits documentaires, tu vois, un peu, non, pour encore continuer juste l'histoire. En fait, Ouais, mais après, le docu fait 15 minutes. Qu'est-ce qui nous dit que les gars n'ont pas cette idée-là? Le docu fait 15 minutes. c'est ce que j'imagine, tu vois. Je pense qu'on ne les a pas vus en studio. Hein? Dans le docu, on ne les voit pas en Je studio. prie que c'est ce que tu dis là qui est sur le point d'arriver, tu vois un peu, non? En Je fait, tous pas. je prie que les gars fassent juste genre, que ce soit en fait une série qui continue en fait. Ça peut même, parce que ça c'est, à mon avis, ça peut même être toute une petite belle plateforme qu'il se crée seul, qui n'a rien, pas qui n'a rien à voir avec la musique, mais ils peuvent avoir d'autres artistes qui viennent genre les voir aussi, d'autres, n'importe quel de leurs frangins peut Parce apparaître à que n'importe quel moment. là ça, dans le docu, ça a tourné avec les gars de Kala, ça a tourné avec vraiment la famille proche, quoi. Erwin, S et tous les gars qui sont dans le docu, ce sont les gars d'Okala que moi je connais parce que maintenant j'y vais tout le temps à cause du studio et des shows. Mais après, peut-être il y aura des trucs sur le monde de la musique. Peut-être qu'ils voudront que je parle d'eux un peu parce que s'il faut que je parle d'eux, bon, le documentaire va certainement durer peut-être 2 heures. Yeah, non, ils ont fait un truc Ouais. propre, vraiment. Genre, c'est. Et j'aurais bien aimé te montrer l'endroit où moi je l'ai regardé parce que je l'ai regardé genre debout, vraiment debout, genre à l'extérieur, quoi. Parce que comment dire, la connexion, je n'en avais pas, donc j'ai dû retourner chez ma tantouse, il ne fallait pas la réveiller. Moi, j'ai vu la sortie du docu tard, à peu près 23 heures. C'est là où j'ai vu les liens sur leur statut. Donc, je suis ressorti et puis je me suis mis juste là, son portail pour ne pas la réveiller. Et puis, j'ai téléchargé le docu. Mais le temps que ça téléchargeait, je le regardais aussi sur YouTube. Et voilà, je l'ai regardé là debout parce que l'engouement. Et puis après, quand j'ai regardé le truc, ça démarrait à peine. Je me suis dit, non, je vais regarder plus tard, je télécharge juste. Mais les scènes sont tellement simples. Tu as envie de savoir ce qui va se passer juste après. Et tu t'embarques 15 minutes de plaisir, quoi. Sérieux. Tu vois, c'est pas le même décor, mais ça me rappelle certains petits documentaires ici que certains rappeurs font sortir avec leur mixtape. Quand ils vont visiter leur hood, ils montrent là où ils ont grandi, là où les trucs se... En fait, c'était pas du copier-coller. Je ne sais pas si c'est ça leur inspiration et je veux même pas discuter de ça. Mais même si c'était ça, c'était pas du copier-coller, c'était genre, c'est comme, c'est comme si un Gabonais, c'est comme la musique gabonaise. C'est la musique, mais c'est de la musique gabonaise. C'est un documentaire de rap, de musique. Avec une âme, quoi. Avec Voilà, l'âme de Genetum, bien sûr. voilà, ça a une identité particulière. Ça, Je ne sais pas si tu as vu les commentaires sur le YouTube. Quand moi, je suis quand même allé d'abord lire les commentaires, voir les impressions de chacun. C'est carrément le mot-clé, quoi, l'authenticité. C'est un docu avec de l'âme. Je pense que quand on est face à la caméra, on est souvent en train d'essayer de montrer son meilleur côté, d'être simple, tu vois, un peu. Mais à l'intérieur de ça, du documentaire, la vie là, on ressent pas le jeu, il n'y a pas de jeu. En fait, il n'y a même pas de jeu. C'est juste, ils ont ouvert la caméra et puis ils vous ont montré les endroits. Bon, je suis sûr même qu'il y a plus de musique même sur le documentaire parce que s'il fallait mettre tous les sons en fait de ce qui s'est passé autour, tu seras en train d'écouter des banalités peut-être qui ne sont pas professionnelles, quoi, parce que c'était authentique, c'était vrai, c'était juste les gars qui te montrent leur journée, quoi. non, Moi, j'y passe des fois des matins jusqu'à 12 heures après les shows. Quand on y rentre, je pionce là-bas.
Et après, le matin, quand même, je traîne un peu jusqu'à 12 heures. Mais c'est carrément ça les matins. C'est génétique qui vient nous réveiller. Ils cognent comme là, tu as vu dans le docu, ils nous réveillent. On va se laver, rincer le visage, s'habiller. Et puis, allez, on traverse la route, on va se poser de l'autre côté, discuter avec les frangins. C'est carrément ça, quoi. La Ah, même ambiance. c'est clean. C'est vraiment clean. Genre, c'est, comment dire ça? Il faut plus de ce genre de contenu-là, bien plus. Genre, pas juste ça, mais le type de contenu que tu fais. J'ai plusieurs rumeurs j'ai au moins les rumeurs d'au moins 3, 4 podcasts sur lesquels les gens sont en train de bosser au bled. I mean, il faut. En fait, j'en parlais avec Carl de Boily Tribe dans le premier podcast que je crois qu'on a fait ensemble. Je dis, je crois on disait, l'un de nos problèmes, c'est qu'on ne se trouve pas cool. Et quelque part, notre mission, c'est de ramener ce cool-là à notre culture. Genre, pas, pas porter. Je veux que mon fils et mes fils et mes filles veuillent porter les shades que Tommy a mis aux yeux que de porter, par exemple, les shades que Kanye a mis aux yeux, tu vois. Pas que j'ai un problème avec Kanye, pas que ce n'est pas un grand artiste, mais je veux que ce qui est proche du terroir et aussi sa place, genre, au soleil, tu vois un peu. Ouais. Parce que pour nous, là, c'est genre, tu vois les Gabonais danser vraiment genre l'ancham quand ils sont en soirée gabonaise, quand ils sont avec des personnes des autres cultures, bon, ça veut prouver que c'est un peu parisien, tu vois. Non, 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 non. Je veux qu'on soit, si tu es, en fait, moi, c'est quasiment avec toutes les personnes que je rencontre. Je veux que tu sois qui tu es authentiquement. Ne me montre pas genre le politiquement correct, là. Ça me gaze. Quand on est dehors, là, on peut faire ça avec les vieux, là. Ils savent pourquoi ils aiment qu'on fasse ça. Mais si on est en train de parler entre nous, l'authenticité, man, l'authenticité, c'est comme... Je ne crois... C'est bizarre que l'authenticité soit de... Bon, c'est pas bizarre, c'est compréhensible. Les gens veulent naviguer la vie. Ils veulent naviguer les politiques de la vie, bien sûr. Mais pour des créatifs, l'authenticité, c'est vital, man. À moins que je me trompe. Si, c'est carrément même la base de tout, quoi. Déjà pour nous, les créatifs, et après même pour ceux qui nous écoutent, l'authenticité, c'est vital parce qu'au final, tu la ressens. Et quand tu la ressens, ou bien des fois, quand tu pousses, comment dire, ton investigation et que tu essaies de comprendre. Moi, par exemple, il y a un site que j'aime grave, c'est Genius. Hmm. Genius, quand ils mettent les lyrics d'une chanson, il y a des liens, en fait, des trucs que tu peux ouvrir en appuyant sur une parole et puis il t'explique pourquoi est-ce que le gars écrit ça. Et moi, ça, c'est un des trucs que j'ai adoré avec Genius parce que j'arrivais à comprendre, en fait, à rentrer dans la vie de l'artiste, tu vois, un peu, et à voir comment est-ce que sa musique n'est qu'un miroir, en fait, de qui il est. Et pour moi-même, maintenant aussi, après, j'ai appris que les textes qui allaient forcément toucher les gens, c'était ceux qui, ou bien la façon dont j'allais facilement toucher les gens, c'est en étant moi-même. Voilà pourquoi, par exemple, s'il faut qu'on parle de mon premier projet, voilà pourquoi mon EP Chi, c'est un EP de jazz. J'aurais pu aller me dire, je vais faire plutôt des trucs un peu plus afro parce que le pays, parce qu'on l'écoute comme ça. Mais je me suis dit, s'il faut qu'il me découvre, il faut qu'il sache déjà que, ah, le gamin, là, ce que lui, il aime, c'est des trucs rétro comme ça, c'est des boom bap, c'est, voilà. Ça, c'est lui, en fait. Donc, j'ai voulu d'abord jeter ça avant de partir sur le côté, bon, j'ai des compétences. Bon, je peux faire donc tel style, je peux faire tout ça. Mais avant le côté, j'ai des compétences, je voulais vraiment aller sur le côté, voilà ce que j'ai à dire, voilà ce que j'ai à apporter au monde. Et c'est ça qui a été la clé comment dire, du plaisir aussi à d'abord à le créer. Parce que si tu n'es pas vrai, tu ne prends aucun plaisir, à t'investir dans des projets. Bon, à part peut-être si tu es payé pour ça, si on te paie par exemple
400 000 francs à chaque fois que tu rentres dans le studio, tu es à l'aise avec, hein? Et sinon, Tu souffres, tu nettoies tes larmes avec ton gain. c'est tout. Mais, mais quand tu souffres, c'est-à-dire quand tu souffres avec plaisir, je ne sais même pas comment dire ça. Ça ne te fatigue pas. Tu souffres, mais la sueur ne te fatigue pas. Par contre, elle te redonne même encore de l'énergie. Mm. Donc, l'authenticité, c'est carrément le plus important pour les créatifs. Et après, pour ceux qui arrivent aussi vers nos contenus, ils le ressentent. Ils le ressentent, absolument. C'est, comment on appelle ça? Je ne sais pas si je, je ne sais pas si je captive ça, mais du moins, c'est quelque chose que j'essaie de captiver dans les podcasts là. Et c'est pour ça que j'essaie de ne pas trop suivre, genre, des histoires qui ont du buzz ou bien des trucs qui personnellement ne m'intéressent pas, tu vois. Je suis plus intéressé par ce qui se passe derrière la vitrine de n'importe quelle organisation ou individu. Je veux connaître les solutions que tu as apprises de ton expérience. Je veux pas nécessairement tomber, parler du buzz de qui m'a encore augmenté le volume des fesses. Je connais des frangines au quartier où c'est plus bombélé, tu me blases pas. Voilà, voilà. Et puis elles savent préparer genre les choses que j'aime. Voilà, voilà. En plus, Je suis un homme simple. tu vois. Et ça s'entend dans ton programme. Tu sais, ça s'entend, ça se ressent dans ton programme. Je pense la dernière fois, je te disais ça, qu'il y avait des trucs qui, moi déjà, je tombe sur ton programme et je l'écoute, je regarde le podcast. Et il y a des petits gestes naturels, tu vois, un peu que tu as, qui au final, moi, en discutant avec toi, j'ai l'impression de te connaître depuis des mois, tu vois, un peu. Hmm. Parce que justement, tu es toi à chaque fois de ton programme, tu es authentique et ainsi de suite. Et donc, au final, comment dire, les gens rentrent dans la confidence de qui est Éclou, en fait, et qui, au final, quand ils vont un jour peut-être devoir discuter avec toi dans le podcast, ils seront hyper à l'aise déjà parce que dès l'écoute, tu as déjà mis ton âme dans ton podcast, donc forcément, ils vont se retrouver. Voilà. Donc, tu vois, déjà, ton contenu, il est authentique et ça fait que nous, en discutant avec toi, quand on a déjà regardé les podcasts, on a l'impression de te connaître. Et ceux qui écoutent aussi, ils ont l'impression de te connaître et au final, comment dire, ils accrochent à cause de ça, quoi. Mhm, mhm. Et c'est la même chose qu'on devrait mettre dans un album aussi. J'étais en train de parler avec HA de Déconfiné la dernière fois. Ouais. Et je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver, comment ça va arriver, hein. Mais si jamais j'arrive à trouver le capital, genre, c'est lui que je vais mettre en directeur de projet que frère. Tiens, je ne vais même pas te poser une question, je veux seulement écouter le résultat. Parce que je crois que, du moins à l'entendre et à percevoir genre, sa sensibilité par rapport, son approche, juste parce que la beauté des conversations là, tu vois, c'est que pendant les beats, je me regarde en train de parler, réécoute ce qui a été dit une, deux ou trois fois quasiment. Et genre, tu peux genre mesurer, du moins tu as une autre approche de la conversation parce que tu étais d'abord dans la conversation comme acteur. Maintenant, tu es dans la conversation en tant que troisième partie et tu as l'opportunité de réécouter ça plusieurs fois. Donc, tu, tu remarques certaines choses chez les gens qui te fait comprendre que juste leur approche à résoudre certains problèmes dans un domaine, appliquer ça à d'autres domaines, genre ils vont vraiment avoir du succès là-bas, tu vois. Et je crois que l'un des directeurs, executive directors d'un projet de musique, genre qui va être particulièrement authentique, c'est lui, quoi. Je crois que lui, il peut agencer. Il y a lui, il y a le, il y a le producteur de comment il s'appelle?
Oh, celui qui produit Liwa. Oh, Ah ouais, IPKU. yeah, Chris. yeah, yeah, yeah. Il y a lui aussi, il y a encore d'autres personnes, là, je suis en train d'oublier les noms. Mais juste leur sensibilité musicale, tu vois, et leur approche, genre, à est, ce qui est authentique, ce qui est esthétiquement, genre, euh, apte. C'est, les gars, en fait, c'est des gars avec qui les artistes devraient communiquer un peu plus. Genre, tu finis un son, tu viens de travailler sur quelque chose. Grand, je ne cherche rien, je ne veux pas t'embêter. Écoute seulement, dis-moi ce que tu entends. Parce que Amine, j'ai été en meeting, par exemple, avec. Yeah, Amine, à part le podcast, j'ai été en meeting avec les autres. On a écouté des sons ensemble là, man. La manière dont les gars t'expliquent, par exemple, les émotions que chaque partie d'un son peut refléter. C'est là que tu te dis, est-ce que les artistes, là, quand ils sont en studio, ils sont en train de penser à ça? Ou est-ce qu'ils ont quelqu'un dans la salle qui est capable de discerner ça pour eux? Par exemple, toi, quand tu enregistres, je sais que tu me disais que tu fais la majorité de tout ce que tu fais tout seul. Mais est-ce que tu as quelqu'un, genre, que tu utilises pour juste checker tes maquettes? Oui, bien sûr. Je pense que mon EP a été beaucoup écouté bien avant même sa sortie finale, quoi. Mais Hmm, je pense que la personne qui a été la clé de tout, surtout pendant les sessions d'enregistrement elles-mêmes, parce que quand la session d'enregistrement est finie, le son, il est le son, quoi, voilà. hmm. C'est Trigno. Ça a été hyper génial de rencontrer Cédrinho parce que il a tout de suite compris le truc, en fait. Il a eu des idées géniales sur les chansons. La première chanson qu'on fait, c'est Paramore Song. Et tout de suite, il a eu des idées géniales sur les chansons, sur la façon de les mixer, sur les effets qu'on essaierait de jouer, ou bien sûr la façon dont je devrais doubler certaines voix. Et voilà. Donc, moi, déjà, comme je te disais, j'avais pas une grosse expérience de studio. Donc, il y a certains trucs que je pigeais pas quand je le voyais toucher les machines. Mais dès que j'écoutais, je voyais tout de suite où il voulait aller. Et c'était tout de suite ce que j'avais, moi, dans la tête, bien avant d'enregistrer la chanson. Donc, je pense que c'est Cédrinho. Cédrinho, par exemple, c'est la clé de la bonus track de l'EP. Parce que la bonus track de l'EP, elle n'allait pas exister. Moi, je voulais pas mettre ce son comme une piste, mais par exemple, il a insisté à ça et dès qu'il l'a mise, aujourd'hui, c'est l'une des tracks les plus aimées de l'EP. Et c'est la seule track, par exemple, pour laquelle j'ai eu un retour de IPKU dont tu parles, et qui a commenté sur le compte YouTube. Et c'est ça, pour moi, ça a été une de mes victoires, par exemple, de me dire que ah, finalement, une des tracks que je ne voulais pas mettre est marché autant. Je vois. Huh. I mean, c'est ce que j'aime vraiment chez les gars qui font la musique, le niveau de collaboration, là. Je ne vois pas ça dans énormément de domaines à part la musique chez nous. Et c'est aussi parce que, comment dire, la musique a tellement, c'est comme le monde en fait. Il y a tellement de difficultés dans la musique qu'au final, on est obligé de s'aider, de se plonger facilement comment, dans l'univers de l'autre. Et c'est la même chose dans le monde. Je pense que les personnes qui sont aujourd'hui les plus nécessiteuses, c'est celles qui donnent le plus. Et comme la musique, comment dire, c'est un monde je ne sais pas pour insulter ceux qui ont déjà réussi, mais la musique, c'est un monde de nécessité. Des fois, ceux qui ont le plus de talent n'ont complètement aucun moyen, ou bien, disons, ils ont à peine les moyens de les réaliser. Et donc, la plus grande force qu'on a, nous, les musiciens, nous, les créatifs, pour pouvoir réussir à aboutir à un album, à quelque chose, c'est de l'aide. C'est vraiment l'aide des autres artistes. Et des fois, même pour nous faire connaître, on a besoin de l'aide des autres artistes. Des fois, c'est les partages parce que tel écoute Tom. Quand Tom va partager Chris, il va se mettre à être aussi un, un fan de Chris et ainsi de suite. Yeah, yeah, je vois.
Regarde comment les esprits de Zoom reviennent encore, genre, pour me hanter, mon frère. Genre, on était si bien aujourd'hui. Je te jure, man. On était si bien aujourd'hui. D'abord, au moins, c'était pas comme la dernière fois, là, man. Ah oui, la dernière fois, quoi, on s'est retrouvé à le faire combien de fois? Joe, Je ne sais pas, une bonne douzaine. Hein? Joe. Une bonne douzaine de fois Si, qu'on a dû si refaire je ça. te dis, en fait, là, à chaque fois que la caméra s'éteignait, là, si je te dis, genre, la colère qui était sur mon visage, tu n'avais même pas imaginé. Tu n'avais même pas imaginé. Mais ça prouve que tu as une bonne force pour rebondir parce que finalement, comment dire, tu revenais toujours frais et puis moi, je pigeais presque rien. Je pensais que bon, le français, il a réglé le problème, ça ne va pas trop l'embêter. Oh, man. Quel, ça va pas trop l'embêter. Il est en train d'essayer. Il est en train de demander à Dieu pourquoi il lui fait le boireau comme ça. Oh là là. Oh.